Salut, vous écoutez bien Pile ou Sas, le podcast qui plonge dans les coulisses du monde SaaS et de la tech. Je suis Cédric Meignier et aujourd'hui j'accueille Alexis Martel, cofondateur de Pharo. Alors Alexis est passé par Subdeco Reims, a notamment géré le département B2B d'Aramis Auto. Et aujourd'hui, il est aux manettes d'une boîte qui fait de la prospection B2B son terrain de jeu. Il a lancé Pharo en 2020, début 2020, avec 2 associés. Pile au moment du premier confinement, si je ne me trompe pas. 6 ans plus tard, la solution a accompagné plus de 1000 sociétés, levé 1,5 million d'euros et est maintenant rentable. Alors Pharo, c'est cette plateforme qui part des données légales françaises pour créer des listes de prospection ultra segmentées avec des centaines de filtres disponibles, dont certains, on nous dit qu'ils sont magiques. Alors c'est pas si étonnant, mais Pharo est son propre meilleur client. Ils font leur prospection avec leur outil, du cold email à l'outbound pur, et ça marche puisqu'ils affichent une croissance à 2 chiffres chaque mois depuis le lancement. Alors avant de plonger dans cette conversation avec Alexis, un mot pour vous qui dirigez une solution SaaS ou une boîte tech. Alors vous investissez de l'argent, du temps pour générer du trafic sur votre site web, SEO, Google Ads, LinkedIn Ads, etc. Mais une fois que vos visiteurs arrivent, combien repartent sans comprendre vraiment ce que vous faites, sans laisser leurs coordonnées? Alors le problème, c'est rarement que le trafic. C'est ce qui se passe une fois qu'ils sont là. Une vidéo de 60 secondes qui explique clairement votre proposition de valeur peut transformer plus de 15% de visiteurs supplémentaires en leads qualifiés. Ça, c'est pas mal. Et sans augmenter vos budgets pub. Alors juste en optimisant ce que vous avez déjà. Si vous voulez arrêter de laisser de l'argent sur la table, rendez-vous sur pilousas.fr et réservez votre call gratuit avec moi et vous aurez votre vidéo sur mesure en 14 jours. Allez, place à notre invité du jour. Bonjour Alexis. Bonjour Cédric. Meilleur intro que j'ai eu. Ok, merci. Bienvenue dans Pile ou Sas. Pour commencer, le principe est simple. Je te pose une série de questions à choix binaire et tu réponds instantanément. Prêt? Allez, on se lance. C'est parti. Cold email ou cold call? Cold email. Sales Navigator ou Pharo? Pharo. Bootstrap ou levée de fonds? Bootstrap. Pitch Tech ou Excel? Excel. 300 personnes en chaussons ou 300 personnes en Santiago? Santiago, on est des pionniers. Thé ou café? Café, tout le temps. Se lancer en temps de crise ou attendre la stabilité pour se lancer? La crise, c'est pas mal, ça oblige à être efficace. Données légales ou données sociales? Légal, c'est tellement puissant, il y a beaucoup de choses. Le lièvre ou la tortue? La tortue, ça va avec Bootstrap. Produit parfait ou lancement rapide? Avant produit parfait, maintenant lancement rapide. Lève-tôt ou couche-tard? J'ai 2 enfants, donc lève-tôt. Pas le choix. Acquisition payante ou organique? L'organique. Pile ou Sas? Sas, 100 fois. Alexis, donc tu as un parcours commercial plutôt, allez, je vais le dire, c'est pas péjoratif, mais plutôt classique, notamment chez Aramis Auto. Tu gérais là-bas la marketplace B2B. C'était quoi le déclic qui t'a fait dire je quitte mon job et je monte ma boîte? Aramis Auto, c'était un contexte qui était vraiment très très entrepreneurial déjà là-bas. Donc il y avait toujours les 2 fondateurs qui étaient aux manettes au moment où je m'y trouvais. Donc il y avait vraiment un contexte de création avant un peu tout ce qui est arrivé sur la partie startup, tous les discours. Et c'était vraiment passionnant parce qu'il y avait beaucoup de choses qui avançaient très très vite, des prises de décision rapides, les choses évoluaient. Et ce contexte-là, ça favorisait en tout cas. Ça a montré qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient possibles dedans. C'était souvent la qualité d'exécution. Et puis voilà, une fois qu'on a l'impression d'avoir acquis un petit peu de cette qualité d'exécution, on a envie de se lancer et de faire ses propres erreurs. Sinon, on reste un peu toujours dans la facilité, quoi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Juste avant Pharo, entre Aramis Auto et Pharo, en fait, je crois que tu as confondé Tip Digger. Ouais. C'était quoi, il y a 6-7 ans, dans la fin des années 2010, fin 2018 à peu près? Ouais, c'est ça. C'était en sortant de Pharo, j'avais envie de créer une première entreprise que j'avais créée avec de Pharo en sortant d'Aramis Auto. En sortant d'Aramis Auto, pour moi, j'avais envie de créer une première entreprise et je l'avais fait avec ma chérie pour le coup, avoir l'envie d'une première expérience entrepreneuriale. J'avais géré des devs aussi pas mal.
chez Aramis Auto. Donc voilà, le business initial, c'était de l'avis sur les restos, ce qui était absolument pas révolutionnaire. Dedans, la manière de le traiter l'était pas non plus. Donc ça a été un énorme fail entrepreneurial, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Déjà un peu plus d'humilité. Je sortais d'une expérience qui était vraiment très réussie chez Aramis, où j'avais grandi, grimpé assez vite dedans, donc on a l'impression qu'on va faire aucune erreur et que tout va bien se passer. Et ça m'a montré que c'était pas le cas dedans, que j'avais encore plein de choses à apprendre, plein de choses, j'allais me tromper, et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, ça m'a servi de leçon, et ça m'a beaucoup servi pour l'expérience actuelle avec Faro. Ouais. Bah justement, qu'est-ce que ça t'a appris, ton Faro? Bah déjà, ouais, l'erreur, ma position aussi dedans. Je suis plus à l'aise dans une position d'intuition, un peu forme de numéro 2 ou numéro 1 bis dedans, que juste leader d'un projet. Le nombre de fondateurs aussi. On est 3 chez Faro, et c'est pas par hasard. Ça permet d'avoir vraiment toujours quelqu'un qui est au top, parce qu'il y a toujours les fameux hauts et bas sur la partie entrepreneuriat. Donc ça m'a bien ouvert l'esprit dessus, et ça m'a appris le goût que j'avais sur la partie B2B. J'aime beaucoup travailler avec des entreprises, en fait. C'est quelque chose qui me plaisait, alors que sur la partie Tip Digger, c'était quelque chose qui était beaucoup plus tourné B2C, et je crois pas que je sois une personne adaptée pour ce marché-là dedans. Donc voilà, ça a éclairé mes choix, ça a éclairé mon positionnement, et ça m'a appris que j'avais réussi l'expérience salariée, mais qu'il me restait encore beaucoup de choses avant de réussir l'expérience fondateur. Ça fait grandir. Les échecs font avancer beaucoup plus vite. Les expériences. Ouais. Février 2020, lancement de Faro. Donc c'était, comme je disais en intro, une période qui était autour du premier confinement, un confinement imposé, il me semble. Comment ça s'est passé, cette création de boîte, dans ce contexte-là, et les premiers moments? Alors nous, on avait commencé à travailler vraiment, on va dire, dans la cave à partir de septembre 2019, avec Bruno initialement. Là, on a fait la sortie, c'était, vraiment la création de la société, c'était février 2020. Bruno Laporte, hein. Avec Bruno Laporte, ouais. Bruno Laporte qui est associé et CEO de Faro. C'était assez étrange parce qu'on voyait, entre guillemets, le monde ralentir. Et on mettait la tête dans le guidon, dessus. Donc c'était, entre guillemets, en passant les autres aspects, mais presque agréable pour nous parce qu'on a l'impression de rattraper pas mal de choses. En fait, on était juste à 2, efficace, et on pouvait bourriner, avancer sur les sujets sans avoir à se poser de questions, parce que la base clientèle, elle est pas énorme. On n'avait pas de contraintes particulières, on n'avait pas de sujet de facturation, enfin bref, tout ce qui s'est passé, qui a été une grosse difficulté pour la plupart des entreprises. On n'avait pas toute cette partie-là, et c'était juste un bon terrain de jeu entrepreneurial pour nous, quoi. Continuer à rattraper, continuer à développer. Donc ça a pas mal servi. Ouais. Donc vous êtes 3 associés. Il y a toi, Bruno Laporte, qui est donc CEO, et Ahmed Romsi. Comment vous êtes rencontrés, et comment vous répartissez les rôles? Alors, comment on s'est rencontrés? Bruno, c'était le directeur de la stratégie d'Aramis Auto. Donc moi, j'avais travaillé avec lui chez Aramis. Je faisais partie de son service quand je suis arrivé. Et après, j'avais lancé la marketplace B2B avec lui. Donc qui visait à augmenter les marges d'Aramis sur la revente des voitures trop anciennes et trop kilométrées pour être vendues à des particuliers. Donc on s'est rencontrés comme ça, dans un contexte un peu vraiment d'intrapreneuriat. Et donc on a vu qu'il y avait des qualités communes. Enfin, en tout cas, on se complétait bien dans la manière de faire. Lui avait une expérience qui était plus grande, aussi plus de structure. C'est quelqu'un qui venait du conseil, qui avait déjà vécu différentes boîtes, qui en avaient réussi, d'autres qui avaient échoué. Donc il y avait cette culture-là entrepreneuriale qui était présente et qui me plaisait, en tout cas, pour m'associer. En lien avec ce que je disais de la position numéro 1 bis ou numéro 2, quoi. Et Ahmed, toujours Bruno, c'est lui qui a fait le lien. Ils ont travaillé ensemble dans une société de BI, donc qui équipait les e-commerçants pour arriver à leur faire comprendre leur chiffre d'affaires. Ça s'appelle toujours d'ailleurs Byron Data. Et Bruno a recruté Ahmed, et il a vu toute la puissance d'Ahmed sur la partie data dedans, et donc ça faisait un bon cocktail de compétences avec à la fois Bruno qui avait les 2 casquettes, un peu côté business et côté data, côté infra, et Ahmed 100% data, et puis moi qui était pas trop mauvais dans la partie exécution, et puis sur les autres sujets. Donc voilà, c'était assez naturel qu'on se mette ensemble, mais c'est Aramis c'est Faro qui a fait que j'ai développé ma relation avec Ahmed au fur et à mesure.
Ok, donc on comprend déjà un peu plus clairement les rôles de chacun. Ouais. Mais Faro, c'est quoi exactement là en 60 secondes? Ouais, mais écoute, on est une plateforme qui réunit l'ensemble des données sur les sociétés et les prospects en France. Donc vraiment, on a fait le choix de régionaliser la donnée pour bénéficier à la fois de toutes les données qui viennent sur la partie légale et ensuite de venir enrichir ces sources-là avec tout ce qui peut se passer côté marché, côté LinkedIn, côté site de recrutement pour que les entreprises arrivent à la fois à bien cibler. Notre credo initial, enfin celui qu'on a posé quand on a créé la société, c'était de dire la prospection peut peut réussir que si elle est segmentée, que si le ciblage est cohérent. Le fait est que l'avenir nous a plutôt donné raison. Et ensuite, on peut tout simplement utiliser la plateforme pour arriver à créer des listes justement très ciblées et venir nourrir ces campagnes outbound, que ce soit de la partie call, de la partie email, de la partie LinkedIn et enrichir son CRM avec ces informations-là. Alors justement, la Sales Navigator part de LinkedIn. Donc c'est des données déclaratives des utilisateurs. Donc ça, a priori, c'est constamment à jour. C'est un petit peu l'avantage entre guillemets, c'est-à-dire qu'avant même des fois que ce soit officiel, il y a on va dire une mise à jour. Et Faro, ça part des données légales françaises, comme tu viens de le mentionner. Concrètement, pour l'utilisateur, ça change quoi? Alors, tout simplement, il y a des entrées qui sont l'entrée de Sales Navigator, elle est très très salariée. Donc, comme tu l'as dit, les données déclaratives sur la partie salariée, c'est souvent vu comme un avantage. Sur la partie entreprise, c'est un peu moins le cas. On peut avoir énormément de pages LinkedIn associées à une entreprise. Donc, je sais pas, prenez un exemple, prenez Total, vous allez voir qu'il y a 25 pages LinkedIn, enfin 25, j'exagère pas. Il y en a peut-être même 150 différentes. Ça va être compliqué de venir la segmenter. Vous allez avoir des employés qui se catégorisent mal par rapport à cette page. Certains qui vont être associés à la mauvaise page LinkedIn. Certains qui sont pas vraiment dans l'entreprise. D'autres qui l'ont quitté, mais qui ont pas mis à jour. Vraiment, il y a beaucoup d'informations qui sont à vérifier, à nettoyer. La thèse de Faro, c'est plutôt de partir de la donnée d'entreprise initiale, de venir comprendre le contexte le plus solide possible, c'est celui qui est celui de la donnée légale, et de venir enrichir cette donnée légale avec des informations certifiées qui viennent des autres sources, quitte à ne pas prendre en considération des informations quand on considère qu'elles sont pas suffisamment justes. Et c'est cette protection-là. On cherche toujours un équilibre pour nous entre l'exhaustivité et la qualité des données, mais il n'y a jamais le point où l'exhaustivité va prendre le pas sur la qualité. Ça, c'est pas quelque chose qui existe dans la construction des données chez nous. Donc, ça protège l'utilisateur de la plupart des informations qui sont déclaratives mais non vérifiées. Voilà. Et ça a beaucoup d'impact parce que concrètement, pour un commercial ou pour une équipe marketing, ça veut dire que quand cette donnée-là elle est pas vérifiée, vous pouvez écrire à des gens qui soit sont plus en poste, soit sont pas dans la bonne division, soit sont attachés vraiment à la mauvaise entreprise. Enfin bref, il y a beaucoup de cas et dans lequel on perd un peu d'énergie, quoi. On perd de l'énergie sur des fausses pistes. Carrément, et c'est un contexte qui est souvent un peu limité parce que justement comme c'est limité à la donnée que les sociétés déclarent, on perd une partie de cette vue à 360 qu'on peut avoir sur une entreprise, même sur la compréhension de son métier initial. Ouais. Vous parlez de 1300 filtres disponibles, dont 80 multisources. C'est quoi les filtres magiques qui font vraiment la différence pour les clients? Alors moi, le filtre magique que je préfère, qui a toujours suivi notre prospection, c'est la partie en croissance. Je trouve que c'est celui qui caractérisait mieux le travail qu'on effectuait depuis le départ. Dedans, c'est un filtre qui vient regarder si l'entreprise grandit. Donc ça paraît bateau comme information. C'est un bon signal. Entreprise grandit, c'est un bon signal. Voilà, une entreprise est en croissance ou en décroissance d'ailleurs, qui est un autre type de signal dedans, mais qui est un très bon exemple parce qu'il permet de voir, de comparer souvent différentes sources. Donc au départ, pour calculer la croissance, on peut regarder, 2 variations d'effectifs sur LinkedIn, mais si cette information-là n'est pas suffisamment juste, on peut aller comparer 2 chiffres d'affaires, voir si une société est en train de lever des fonds. Il y a plein d'informations différentes, il y a plein de périmètres différents qui nous permettent de pouvoir considérer qu'une entreprise est en croissance ou ne l'est pas, et ça résume assez bien ce qu'on peut faire. Donc ce regard sur l'ensemble des sources. Et ce que tu disais initialement sur les 1300 filtres, notre premier travail, c'est vraiment de créer la base. C'est ça le sujet, c'est assembler le plus d'informations, vérifier qu'elles sont bien consolidées entre elles. Donc c'est vraiment un travail extrêmement technique, très compliqué à reproduire chez soi. Je le déconseille en tout cas, ou à moins de vouloir perdre un peu
d'énergie, enfin beaucoup même d'énergie, et ensuite de rendre l'interrogation de cette base la plus évidente et la plus simple possible pour des profils techniques ou des profils qui ne le sont pas justement dedans. Et nous on est arrivé avec Faro à un moment où il y avait un peu l'émergence de la partie growth hacking qui arrivait sur le marché, dans lequel les gens aimaient bien un petit peu commencer à bidouiller avec les outils, avec les bases, avec des extensions, des scénarios, des workflows, enfin bref, avec plein de choses qui sont un peu techniques. Mais il y a une partie du marché qui avait pas du tout cette compétence-là dedans et qui se retrouvait un peu presque à la ramasse, quoi, et qui était obligé de fonctionner avec des bases un peu plus anciennes, un peu plus poussiéreuses, et qui n'avaient pas encore entamé ce travail de valorisation de l'ensemble des sources de données. Et donc on est venu pour venir démocratiser ce qui se passait côté growth hacking et le rendre vraiment accessible à n'importe qui. Et quel est le modèle économique aujourd'hui? Alors SaaS, plateforme par engagement, du coup, dedans, avec 3 types d'abonnements à l'intérieur. Les abonnements qui sont annuels, les abonnements qui sont trimestriels ou qui peuvent être mensuels. Aussi, on a les 3, un bon équilibre entre les trois types d'engagement maintenant. Et voilà, ça rend la liberté. On peut vérifier les données, y accéder tranquillement avec une phase d'essai. Ouais. C'était le même modèle au départ que maintenant, ou ça a évolué, et est-ce que c'est amené peut-être à évoluer? Ce qui a évolué par rapport au départ, ça a été l'ajout des plans trimestriels dedans, ce qui n'était pas quelque chose d'initial. La partie annuelle non plus n'existait pas. Non, ça permet de me souvenir de ça. Au départ, on fonctionnait qu'avec de la partie mensuelle, et on est venu rajouter la partie mensuelle et par la suite la partie trimestrielle qui était bien un peu ce semi-degré d'engagement entre les deux périodes dedans. Et le modèle au fur et à mesure aussi a évolué avec l'ajout d'utilisateurs supplémentaires dedans. C'est quelque chose qui est très important pour nous maintenant parce que les équipes collaborent de plus en plus à l'intérieur de la plateforme, ce qui n'était pas le cas initialement. On était vraiment une personne dans l'entreprise utilise Faro. Maintenant, on est plutôt dans la propagation pour que les équipes le fassent. Et l'usage a progressé, donc on s'est retrouvé assez rapidement finalement à devoir aussi proposer ce que nous on appelle des packs de crédit. En tout cas, c'est un peu augmenter l'usage à l'intérieur de la plateforme et pouvoir obtenir plus d'informations que ce que le plan permet initialement dedans. Et de plus en plus maintenant, ça c'est très lié aux évolutions de la prospection, mais les personnes ont beaucoup d'informations à l'intérieur de leur CRM. Donc il y a un gros travail de notre côté pour venir analyser les données qui sont présentes dans le CRM, dedans les synchroniser, leur permettre de soustraire un peu ce qui est déjà présent pour obtenir que ce qui est nouveau, ou alors d'avoir une vision de ce qui est dans leur CRM et venir resegmenter, enfin réactiver des opportunités. Et là, il y a une valorisation qui est un petit peu différente, où on va valoriser en fonction des objets reconnus. Moi, c'est créer des ponts dynamiques en fait entre le CRM et la plateforme, quoi. Ouais, carrément. Mais c'est un peu la suite. On en parle souvent, mais sur le marché de la prospection, il y a un peu eu 3 phases, et les marchés européens sont plutôt en avance de ce point de vue-là, parce c'est des marchés qui sont plus petits, donc on peut faire plus rapidement le tour de son marché. Donc il y a eu une première phase dans laquelle on a ajouté beaucoup d'informations, on a créé des listes un petit peu comme ça, et le but c'était d'arriver à créer des listes le plus rapidement possible avec les bonnes données. Deuxième phase dans laquelle on s'est dit à l'intérieur de ces listes-là, il faut arriver à segmenter au bon moment, enfin arriver à toucher les prospects au bon moment. Toute la phase de signaux d'affaires, intent, comme on peut l'entendre dedans. Et maintenant, de plus en plus, c'est j'ai déjà mes prospects à l'intérieur du CRM dessus. Qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai déjà mon marché, comment j'y arrive? Et là, il y a un travail des plateformes de prospection, notamment comme la nôtre, et je pense plutôt bien adapté pour ça, où on vient Faro utilise le CRM comme un filtre, en fait. Dedans, et redonner une couche d'information, une couche de vivacité en tout cas aux données déjà présentes. Et alors, vous avez des centaines de clients maintenant. Et c'est qui vos clients? Est-ce qu'il y a un profil de clients qui se dégage, qui se détache? Ouais, qui se détache, ou est-ce que c'est très très vaste? En bonne start-up au départ, on a fait TPE avec des profils fondateurs à l'intérieur dedans, et au fur et à mesure on est remonté, pas spécialement de vertical. En fait, le sujet de la prospection, c'est vraiment un sujet qui concerne énormément d'entreprises dedans, donc il n'y a pas une verticale en particulier. On va retrouver quand même évidemment beaucoup d'agences de prospection qui vont nous utiliser à la fois pour leur propre prospection et évidemment pour celle de leurs clients. Et maintenant on va sur un nouveau segment de marché qui concerne la partie grosse PME, ETI, dans lequel là on va se permettre de pouvoir onboarder plutôt des équipes
commercial. Des départements carrément. Ouais, c'est ça exactement, dans lequel il y a une diffusion de la plateforme à l'intérieur des différents services qui est de plus en plus important. Mais donc au départ, ça s'est fait beaucoup par les critères de taille d'entreprise et d'aller chercher à l'intérieur des entreprises la personne qui était en responsabilité de la création des listes dedans. Ce que nous on appelait un pêcheur en termes de persona. Voilà. Du coup, le boulot, le taf, c'est la même chose quand on onboard un fondateur de TPE et un département d'un grand groupe. Je veux dire, est-ce que du coup vous déployez des solutions complémentaires, de l'accompagnement, de la formation, je sais pas, en particulier pour des grands groupes par rapport au TPE? Alors, on va pas jusqu'aux grands groupes dedans. Je pense pas qu'on soit équipé pour le moment pour pouvoir le faire. En tout cas, à chaque fois qu'on a tenté de le faire, on s'est plutôt cassé les dents parce que là, voilà, c'est moins notre culture en tout cas. Mais sur une partie PME, même ne serait-ce qu'à partir de la PME, c'est pas du tout pareil que sur la partie fondateur. Sur la partie fondateur, on va avoir, je sais pas, même, on va dire au mieux un call et puis la personne va tout de suite avoir une adoption. Elle comprend très vite ce qui peut se passer. Quand on va commencer à travailler avec des équipes commerciales, il va y avoir des notions de POC, donc de vérifier que l'outil est bien adapté sur l'ensemble des personnes, des personas différents ou des profils différents à l'intérieur de l'entreprise qui vont venir tester, donner leur go dedans, donner leur validation dessus. C'est comme un mini projet en tout cas. Ça, pour nous en tout cas, ça gère comme un mini projet avec différents interlocuteurs, différents points qui sont à valider pendant cette période. Et au contraire justement du persona TPE, la validation n'est pas forcément l'achat. On se retrouve avec des équipes qui vont passer à l'achat et qui vont continuer à tester pendant une période de 3 mois peut-être, et au bout de ces 3 mois prendre une décision pour se dire est-ce que mon engagement peut être sur 1 an ou sur plusieurs années avec la plateforme. Donc il y a un travail commercial qui est plus long, donc un cycle de vente qui est un petit peu plus long, plus d'échanges, et il faut beaucoup plus cadrer en tout cas, beaucoup plus cadré. Et évidemment des sujets de conformité qui arrivent, qui sont plus lourds, plus forts, dans lesquels il faut véritablement montrer tous les engagements qui sont présents de notre côté sur la partie RGPD. Au contraire de plus petites entreprises pour lesquelles le sujet est forcément moins à l'ordre du jour, c'est pas forcément ça leur raison de venir vers nous en tout cas. Alors vous avez récemment intégré Full & Rich à tous les abonnements, et ça sans surcoût. Donc c'est une décision stratégique forte. Quelle en est la raison? C'est très lié à ce que je disais initialement sur la démocratisation pour nous et la simplicité dedans. On avait au départ de Faro, on pouvait pas trouver les emails tout de suite. C'était pas le cas. Ça rendait la plateforme, ça crée de la friction parce qu'on rajoutait des outils dedans alors que c'était très proche de la proposition de valeur. Donc, il manquait une étape jusqu'à la création de liste. On peut peut-être préciser ce que c'est, pardon, Alexis, Full & Rich, quelles sont ses fonctionnalités? Full & Rich, c'est une solution qui intègre elle-même à l'intérieur différents fournisseurs et qui va rechercher directement, en direct, le numéro de téléphone ou alors l'email professionnel d'une personne. Et donc en utilisant ces solutions en cascade dedans, en utilisant différentes solutions, elle va arriver à avoir un taux de découverte de ses coordonnées qui va être plus élevé que si elle utilisait uniquement sa propre source. Et donc on intègre ces outils-là d'enrichissement en cascade à l'intérieur de Faro pour que le parcours soit avec le moins de friction possible. Donc qui est vraiment de la partie segmentation jusqu'à la partie enrichissement où tout soit effectué dans la même étape et qu'il n'y ait pas régulièrement de prise de tête de la part de l'utilisateur, que ça soit simple en fait. C'est vraiment un critère de simplicité, quitte à rogner de notre côté sur les coûts, mais pour ne pas s'écarter de cette simplicité-là qui fait vraiment partie de notre ADN depuis le départ. Ouais, c'est ça, c'est amener de la fluidité dans l'expérience de l'utilisateur. Ouais. Quoi. Donc Faro, d'ailleurs, en parlant d'utilisateur, vous êtes votre propre meilleur client, apparemment. Vous faites votre prospection avec cet outil. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, il paraît. Ouais. Parle-moi un peu de vos campagnes, parce que et de par exemple, ce qui marche vraiment pour vous. Alors, ça veut pas dire que ça marche pour tout le monde, mais pour Faro. Non, mais c'est intéressant que tu dises. Je vais juste resituer au départ parce que justement c'était moi qui étais l'utilisateur de Faro au tout départ. C'est moins le cas maintenant, comme forcément on a grandi dedans. Mais donc j'arrivais très rapidement aux limites à chaque fois de l'outil. Donc je pouvais voir un peu en avance ce que les gens allaient vivre dans quelques mois. Au fur et à mesure de cette sophistication de campagne de mon côté, j'avais pris paraît prétentieux comme ça, mais j'avais pris presque un peu trop d'avance par rapport au reste du marché, et donc mes retours étaient plus ça servait plus l'équipe produit, parce que finalement on était très all-in ce que les gens demandaient à cet instant-là.
dedans. Donc en tout cas, ça nous a servi, ça nous a donné un peu un phare en tout cas. Vous voyez ce qui allait probablement se passer par la suite, et le fait est que notre usage a souvent ressemblé à ce qui s'est passé par la suite. Après, sur la création de campagnes, on a des campagnes on a différents types en fait. On a des campagnes qu'on appelle tiers 1 pour nous, donc c'est vraiment des gens qui sont très importants pour nous et qui représentent un potentiel de MRR plus important, en tout cas statistiquement. Donc c'est les gens sur lesquels on va avoir un effort qui est extrêmement particulier sur la partie écriture, sur la partie ciblage. On va faire très attention à ce que ce soit vraiment bien exécuté. C'est des personnes sur lesquelles on va pouvoir engager même des efforts qui sont supplémentaires, qui sont pas forcément juste de la campagne email, mais avoir de la partie multicanal, voire même jongler avec de la partie ads en plus pour venir renforcer la qualité de ces séquences. Dessus, ça c'est des choses qu'on teste, soit pendant cette phase de séquence multicanal, ou alors en amont de la campagne, histoire de chauffer un peu cette audience et ensuite d'arriver avec la partie outbound. Donc ça va vraiment être notre premier élément. Et à l'intérieur... Je comprenne bien, pardon. Du coup, vous avez une fonctionnalité qui permet quasiment de créer ou de préparer des audiences qui peuvent servir ensuite dans des campagnes ads, quoi. En fait, une liste de prospection de base ou une liste de comptes à l'intérieur, on peut très bien utiliser cette information-là pour venir nourrir n'importe quelle surface, n'importe quelle plateforme publicitaire. Nous, en l'occurrence, c'est LinkedIn Ads. Et on va venir choisir nos comptes et dire, voilà, les 300 comptes avec lesquels on a envie de travailler. Voilà, les 300 entreprises qui sont vraiment très, très importantes pour nous. Et on va venir chauffer à l'intérieur cette audience-là. Et ensuite, on va la retraiter. On va la créer aussi, utiliser cette même audience dans des séquences outbound. Donc ça c'est très très important. On utilise aussi des campagnes qui sont à partir de signaux, comme je disais tout à l'heure, un peu cette seconde vague. Pour nous, il y a des éléments qui sont importants quand les sociétés recrutent, plutôt des profils commerciaux ou qu'il y a des profils qui sont en charge de la création de campagnes. C'est vraiment des très bons indicateurs pour nous pour aller justement créer nos séquences sur ces personnes. On utilise la partie outbound aussi pour aller capter en fonction de signaux qui sont présents sur les réseaux. Donc tous les gens qui s'intéressent à des posts en particulier, des posts liés à la génération de leads. Ça, c'est pas un point de départ qu'on utilise dans Faro. On va plutôt utiliser LinkedIn comme point de départ et venir contacter par la suite ces prospects-là. On fait beaucoup de réactivation aussi dedans sur la partie outbound. On l'utilise de cette manière. Donc prendre des gens qui ont testé le produit, même il y a 1 an ou il y a 2 ans, mais dans lequel on essaie d'avoir une bonne hygiène de ce qu'ils demandaient et on les retarget en partie outbound un petit peu plus tard. Et ensuite, on va utiliser la partie outbound pour aller sur des secteurs secteurs ou personas qui sont un petit peu moins chauds, qui sont comme une forme de e-commerce un peu pour nous dedans, mais dans lequel on va avoir des segments, des campagnes qui vont être avec une attention dans la copie qui va être moins personnalisée, moins individualisée, mais dans lequel on va plutôt travailler sur des grandes masses. C'est pas forcément des grandes masses, mais sur des segments un petit peu plus importants, mais sur lesquels on va lancer des campagnes. Et ces campagnes-là, on itère tout le temps sur la partie copie. C'est notamment l'un des gros projets qu'on a en ce moment, en prenant en compte toutes les informations qu'on peut avoir dans le cycle de vente maintenant. On peut enregistrer les appels des commerciaux, venir repérer des termes qui sont présents à l'intérieur de ces appels, les utiliser pour justement venir nourrir nos séquences à outbound. Donc voilà, on est très tourné à outbound. Chez nous, ça a été un critère important pour le développement du produit et pour comprendre ce que les gens vivaient, et puis aussi parce que c'est très efficace, en tout cas pour nous. Tu as dit récemment, si mes sources sont bonnes, que l'email n'était plus la locomotive de la prospection. Ouais. C'est un peu paradoxal parce que vous l'utilisez, non? Alors on l'utilise. En fait, ce que j'ai dit, c'était que l'email était plus le seul. Considérer que l'email est le seul point de touche pour qu'il y ait une vente, c'est, je pense, faux. C'est plus le cas dedans. Ça s'intègre complètement. Et on peut le test par l'absurde, c'est si vous décidez de couper vos séquences email, il y a de grandes chances que vous mettiez en difficulté l'ensemble de vos canaux. Donc il y a une complémentarité des canaux qui est présent maintenant, qui était un petit peu moins au départ, où chaque canal était capable de déclencher, en fait, d'avoir le lien, le rapport avec l'essai était beaucoup plus proche. Et donc donc voilà. Et donc pour nous, l'email fait complètement partie de ces scénarios. Et on le voit, mais je prends un exemple, mais notre manière de mesurer la qualité de la outbound, il a fortement évolué. On regarde nos prospects qui ont été contactés dans nos campagnes dans les 3 derniers mois. Dedans. Pas regarder juste campagne par campagne, est-ce que ça a déclenché une opportunité,
Et ça, cette manière de regarder si les prospects ont été contactés sur les 3 derniers mois, c'est quelque chose qui évolue positivement pour nous. En tout cas, on voit qu'on a un gros lien entre nos volumes outbound et notre croissance en termes d'essais ou d'opportunités. Ce que tu es en train de nous évoquer là, c'est la notion de mix d'acquisition finalement, multicanaux. Aujourd'hui, en 2025, c'est quoi votre mix d'acquisition, et est-ce qu'il y a quelque chose qui émerge, qui performe le mieux? Alors, la partie outbound continue à peser beaucoup. Il y a des canaux qu'on développe un peu comme entreprise classique, on va dire sur la partie SEO, mais qui est vraiment à son début, on va dire. On est capable de se positionner, mais pas forcément encore de récolter l'ensemble des leads qualitatifs de ce point de vue-là. Des leads rentrants, ouais, du coup. Ouais, des leads rentrants. C'est des leads qui auraient fait une démarche de recherche pour arriver jusqu'à vous, quoi. Exactement. Donc on s'est positionné sur les requêtes qu'on considère les plus intentionnistes pour nous dedans, et plutôt bien. Si vous tapez créer liste de prospection, base de données B2B, vous verrez qu'on est plutôt pas trop mal. Donc ça a été une deuxième partie, et une grosse partie sur le contenu de notre côté dedans, et qui fait vivre aussi la partie outbound qui est très 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 importante. Donc avec beaucoup d'activités LinkedIn sur les profils commerciaux et sur les profils fondateurs, notamment ma part et celle d'Ahmed dedans, dans lequel on fait vivre. Notre méthode, c'est d'avoir quelques messages dedans et de venir décliner ces messages en fonction des différents profils, d'organiser ça de cette manière. Ça fonctionne extrêmement bien. On voit qu'il y a aussi des liens entre cette activité-là et la génération de leads là-dedans. D'accord, donc d'avoir des messages qui sont valables pour Faro, qui ensuite ça percole, et par des différents collaborateurs, on va dire ça, s'approprier ces messages et les mettre en musique de chacun à sa façon, quoi. Pardon. Okay. C'est tout à fait ça. Ouais, c'est d'avoir cette partie-là. C'est souvent sur la partie LinkedIn, ce qu'on dit, c'est qu'il faut poster. Je pense que les entreprises savent il faut poster dedans, où il faut créer du contenu. Il faut de la consistance. Il faut de la consistance, voilà, la régularité. Cette régularité, elle est très compliquée à obtenir sans cette partie stratégique un petit peu en amont, de savoir sur quoi on va le faire et comment on l'incarne dedans. Et nous, on a essayé de le rendre factuel, en tout cas de créer notre propre méthode de ce point de vue-là. Et voilà, et ensuite d'incarner à travers les profils ces différents messages. Ça fonctionne bien. Donc voilà. Et il y a des axes qui sont le dernier axe de développement chez nous. On utilise un format publicitaire qui s'appelle TLA. Dedans, qui était les posts sponsorisés sur LinkedIn, sur lesquels on va justement aller aussi segmenter, aller travailler sur des audiences qu'on a envie d'avoir en outbound, et on va se servir de nos profils de certains posts liés au message qu'on a choisi initialement, et on va pousser nos messages directement auprès de ces audiences en les sponsorisant. Donc ça fonctionne aussi très très bien. Ouais. Est-ce que tu crois c'est pas une religion non plus, mais l'influence B2B, vous la pratiquez? Vous avez des ambassadeurs entre guillemets, ou vous avez fait des tests déjà en la matière? Ouais, alors il y a différentes forme d'influence pour nous. Il y a, on va dire, il y a la forme la plus historique d'influence, c'est sur la partie partenariat chez nous, ce qu'on appelle l'affiliation affiliation partenaire. On a beaucoup justement de personnes qui développent les outils chez leurs clients, et donc notre but, c'est d'être un peu la solution réflexe quand ils sont en train d'implémenter ces outils. D'être dans la boîte à outils. D'être dans la boîte à outils, parce qu'en fait c'est rapide pour eux, donc c'est que ça soit complètement rationnel. Déjà de base, c'est plus facile pour moi de mettre Faro, donc en fait je le mets, et en plus qu'il y ait de l'incentive à le faire ou de la reconnaissance par rapport à ça dedans. Donc ça a vraiment été un axe. Et la partie influence, c'est quelque chose qu'on teste maintenant justement à travers aussi ce format TLA, dans lequel on va pousser certains posts qui sont pas forcément créés par des personnes Faro, mais qui correspondent à nos messages. Et ça, on voit qu'il y a des liens avec la génération de leads aussi qui semblent plutôt prometteurs actuellement. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de structurer. Disons, on l'a testé pas mal l'an dernier, et on est en train de le structurer et de bien le piloter maintenant.
En plus, c'est un marché qui est en train aussi de se structurer lui-même, de se professionnaliser. Il y a des profils qui émergent en hyper spécialistes en la matière. Ouais, carrément. Mais de base, même la partie, il y a des influenceurs qui sont spécialisés maintenant pour aller pousser des outils, mais même en travaillant sur des profils long trend, c'est-à-dire des gens qui sont pas forcément reconnus pour ça, mais un discours, si on arrive à faire poster les gens de manière très honnête, hein, j'achète pas du post pour acheter du post, c'est pas ça, mais de faire en sorte que les gens parlent de nous et de pousser cette parole, ça a beaucoup d'efficacité, peu importe que le profil soit connu ou pas. Faro, j'imagine qu'il y a toute une équipe derrière. C'est combien de collaborateurs et quel type de profil aujourd'hui? Alors, on est 17 au global dedans. La moitié, c'est très bien réparti en fait. Il y a un pôle tech et un pôle revenu. Il y a eu pas mal de recrutements qui ont été menés l'an dernier pour pouvoir agrandir l'équipe data, parce que on a notre positionnement initial, c'est de vraiment être très bon, un peu novateur sur ce sujet de construction de données. Donc c'est des profils évidemment ingénieurs, plutôt bien câblés intellectuellement, on va dire que ça résonne plutôt vite. Et une partie produit qui a été vraiment très structurée maintenant, dans lequel on arrivait à une étape dans laquelle on pouvait plus développer les fonctionnalités juste à l'intuition. C'était ça. Donc il fallait commencer à structurer un petit peu ces sujets-là, et l'équipe a été construite dans ce sens-là. Et l'équipe revenu, de son côté, elle est très tournée sur la partie acquisition avec des profils donc outbound, profil contenu, profil SEO. Et puis évidemment la partie sales qui est un pôle et qui doit transformer les opportunités qui sont générées par l'équipe acquisition. Mais alors, égalité entre les deux pôles. Ouais, c'est bien. Il y a un équilibre qui vous a permis d'atteindre la rentabilité. Hein, donc félicitations. Je reprends la conclusion d'un de tes posts LinkedIn que j'ai trouvé intéressant. Très récemment, donc où tu concluais en disant l'entrepreneuriat, ça pardonne pas sur ton focus. tu peux nous partager un peu ce qui t'a mené à cette réflexion? Ouais, je pense qu'il y a énormément, au fur et à mesure de l'entreprise, je pense qu'on s'en rend pas compte au départ, mais on a beaucoup de sujets, énormément de sujets qui arrivent. Il y en a certains qui sont plaisants, il y en a d'autres qui sont contraints dedans, et il y en a plein qui arrivent. Certains sont contraints. Du process RH, de l'administratif, bref, plein de choses qui vous tombent dessus et que vous attendez jamais, et qui prend toujours beaucoup plus de temps qu'on ne le pense. Et c'est beaucoup de choses qui vous éloignent de la partie concentration dedans. Ça peut vous faire sortir un peu de votre cap. Moi, c'est ce que j'ai vécu notamment l'an dernier, où j'ai pris beaucoup de sujets de structuration. L'équipe était plus réduite, on onboardait beaucoup de personnes, on onboardait beaucoup de personnes. À notre échelle, en tout cas, on changeait un petit peu l'entreprise. Il fallait vérifier que cette culture ne bougeait pas dans le mauvais sens, que les profils correspondaient bien, apprendre à les onboarder correctement, apprendre à processer toutes ces étapes RH et administratives. Quelques événements perso, je disais heureux mais contraignants, qui sont venus enlever un petit peu de sommeil et qui viennent pimenter l'agenda toujours au moment où on s'y attend pas. Et voilà. Et ça, généralement, ça, on se retrouve dans une situation dans laquelle on n'est plus que dans la partie exécution. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti, je l'ai vécu dedans, et qui empêche une petite prise de hauteur, de vérifier un peu ce qui se passe par la suite. Parce qu'on est toujours un peu en train de préparer la prochaine S-curve, comme on dit en startup. Donc le prochain élément de croissance qui va venir doper l'entreprise. Et là, on peut plus le faire en fait à ce moment-là. Donc on est vraiment dans la gestion quotidienne des choses. On s'en sort comme on peut. Et généralement, ça se passe pas bien, parce qu'il y a un moment où justement cette gestion quotidienne, elle coûte parce qu'on n'a pas prévu la suite, tout simplement. Et voilà, donc c'est en ce sens-là que l'entrepreneuriat ne permet pas de ne pas être concentré à 130, 140% ou 300%, enfin peu importe, mais pas oublier de prendre un peu la hauteur régulièrement et pour avoir cette vue hélicoptère indispensable. Indispensable, sinon on se fait attraper. Ouais. T'as créé Faro parce que la prospection a changé. Est-ce que cela va encore changer selon toi? Comment tu vois les choses, par exemple, dans 5 ans? Je pense qu'elle va encore évoluer avec de plus en plus d'enjeux par rapport au CRM.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je crois très fortement. Je disais un peu j'ajoute des leads, je venais un bon moment, maintenant j'ai plein d'informations, donc qu'est-ce que j'en fais dedans? Donc ça, je pense que les liens avec en tout cas chez nous, entre les bases de données et les objets CRM va être de plus en plus important. Il y a des connexions entre les deux qui sont de plus en plus fortes. Forcément, elle est de plus en plus aussi touchée par la partie IA. Pas forcément aux étapes auxquelles on pensait initialement. Il y avait beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la partie écriture, copie, enfin toute l'étape de contact. Mais je crois pas que ça soit là où elle va plus s'interpréter, mais plutôt dans l'analyse client qui va être de plus en plus fine dedans, sur la construction de très bonnes cohortes, la construction de très bons segments. En tout cas, ça, je pense que ça va être de plus en plus avancé. Sur la compréhension des besoins aussi. Donc je pense qu'on aura une expérience de prospection qui va être de plus en plus alignée avec les besoins du prospect. Ça, je pense que ça va être vraiment le cas. Et donc elle va vivre, je pense que la prospection va vivre une grosse étape de structuration dedans. Parce que il va falloir que chaque outil trouve sa place, quoi. Moi, ce qui me vient là, c'est que ça va être de plus en plus raffiné finalement. Ouais. Plus précis, plus raffiné, plus ciblé. Ouais. Non, mais effectivement, c'est beaucoup plus juste, plus spécifique dedans. Donc, on avait parfois des contraintes de spécificité, même à l'intérieur des campagnes ou dans les ciblages, parce que justement, on n'avait pas forcément toujours une puissance de calcul à disposition pour pouvoir créer ces choses très fines. Là, ça va être un petit peu moins le cas dedans. Pour nous, on arrive à mieux segmenter avec toutes ces innovations, on arrive à mieux segmenter les données, vraiment à mieux comprendre ce que fait une activité, à mieux interpréter ce qui se passe dans les CRM. On a de plus en plus d'informations sur le suivi client pour justement arriver à comprendre les difficultés que les gens vivent et comment y répondre. Donc ça, je pense que ça va être, ça va créer des expériences en tout cas de prospection beaucoup plus alignées. Ouais. Alors vous avez levé 500 000 € avec des investisseurs de Ledger, Blablacar, partout apparemment. La prochaine étape, c'est quoi? C'est sortir de France? Est-ce que c'est scalable votre modèle d'aller chercher des datas d'autres pays légaux aussi ou pas du tout? Non, l'ambition de Faro, elle est européenne. C'est ça notre credo depuis le départ. Et notre plan, c'est la régionalisation de la donnée. On pense véritablement que la donnée n'est juste qu'à partir du moment où on prend en compte le contexte de chacun des pays. La donnée légale est différente en Belgique, différente en Suisse et différente en Espagne, mais elle est open, vraiment au sens ouverte au niveau européen, donc on peut la prendre en compte. Donc ça, en tout cas, le terrain de jeu, le périmètre, il n'est pas uniquement français dedans. On sait qu'on a quelques étapes avant de faire ça. Dedans, de construction de données, et je le redis, ça fait très message marketing, mais c'est pas le cas pourtant. C'est très lié à la compréhension des CRM pour nous. Donc ça, on a très 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 envie d'être les meilleurs sur la compréhension du CRM et sur les liens avec les bases de données. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Mais voilà, on n'a pas spécialement d'ambition mondiale. C'est pas on rêve pas des États-Unis. Nous, on rêve de l'Europe. On veut juste être les meilleurs sur l'Europe. C'est déjà un beau terrain de jeu. C'est déjà un super terrain de jeu. C'est là où on comprend les choses dedans, et ça on n'en démordra pas tant qu'on l'a pas fait. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer dans par exemple le B2B SaaS aujourd'hui, ce serait quoi? De pas penser que ça va aller vite dedans. En tout cas, de pas considérer que parce que les choses vont un peu moins vite que ce qu'ils pensaient, ça sera pas un succès. Je pense qu'on est souvent très pris par quelques success story un peu. Il y en a toujours un petit peu dedans, mais c'est la normalité tout ça. La normalité, c'est un grand terreau c'est un grand chemin de lenteur, de travail, d'apprentissage, d'erreur, de modification, jusqu'à ce que la fin ça fonctionne. On avait été assez inspiré par un des discours du CEO de Livestorm, je crois, sur le sujet, qui disait que l'entrepreneuriat, c'est le dernier vivant. C'est le dernier qui meurt pas qui a gagné. Et c'est un peu ça, en fait. C'est pas celui qui est le plus rapide. Je pense que c'est juste celui qui meurt pas dedans. Et donc, je dirais aux personnes de pas avoir peur que ça prenne du temps. Ça en prendra. Donc, de lire la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue, justement. D'où la tortue tout à l'heure. C'est le départ. On a envie d'être le lièvre, mais quand on est le lièvre, souvent, il y a toute une phase de compréhension qui nous échappe et qui, dans tous les cas, nous coûte à un moment donné.
dedans. Enfin, dans ma vision des choses. Au-delà de Faro, peut-être plus personnellement, est-ce qu'il y a un projet qui serait prêt à sortir des tiroirs de ton côté? Avant, je courais beaucoup dedans. Maintenant, je dois avouer que mon focus, il est que sur Faro. Faro est ma famille. Et après, le reste, pour le moment, c'est de la littérature. C'est aussi sobre que ça dedans. Donc, le seul projet, c'est ma famille en dehors de Faro. Bah écoute, très bien. Je crois que on va conclure sur ces belles paroles. Bah merci Alexis pour cet échange. J'étais ravi. Je te souhaite le meilleur pour la suite de l'aventure Faro, à toi et à toute l'équipe. Chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Si ça n'est pas le cas encore pour vous, abonnez-vous à Piloussa sur votre plateforme d'écoute habituelle, Spotify, Apple Podcast, YouTube, etc. On est partout. Et surtout, si cette conversation vous a plu, partagez-la. Envoyez cet épisode par exemple à 2 contacts qui pourraient être intéressés par le sujet de la prospection B2B ou tout simplement l'entrepreneuriat. Encore merci Alexis. Merci, j'étais ravi. Merci pour l'invitation Cédric. Avec plaisir. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Piloussa. Salut.